Juste deux mots pour cette petite présentation effectivement assez intime, mais pour vous dire que cette 17e édition de Regard sur le cinéma israélien, c'est comme toujours. Chaque année, on essaie de montrer le meilleur du cinéma israélien, de sa créativité, d'essayer de déconstruire un certain nombre d'idées préconçues concernant ce pays. Et d'ailleurs, que ce soit pour tous ceux qui n'aiment pas Israël, mais aussi d'une certaine manière, quand on a commencé il y a 17 ans, il a fallu aussi qu'on fasse un travail auprès de la communauté juive qui avait des tas d'idées sur ce pays où coule le lait, le miel, comme dit la Bible. Et en fait, bon, c'est pas toujours exactement comme ça. Donc il y a eu un double travail et je dois dire qu'aujourd'hui, on est assez fiers de pouvoir dire que depuis déjà quelques éditions, le public est un public extrêmement mixte. Ce festival ne se voulait pas et n'a jamais été un festival communautaire, mais un festival, encore une fois, qui essaye de montrer, à travers son cinéma, c'est notre credo, une image beaucoup plus complexe d'Israël que ce qu'on peut imaginer. Et moi, je crois beaucoup à la complexité. Je crois beaucoup au fait d'additionner des subjectivités pour essayer d'avoir une image finalement plus large, comme des pièces de puzzle complètement subjectives, mais qui, au fur et à mesure des presque 200 films qu'on a montrés depuis depuis la première édition, essaie de montrer une image beaucoup plus large, beaucoup plus dense, finalement, de ce pays qui mérite d'être connu, grand comme à peu près 2 fois la Corse, et pourtant dont on parle tant, pour souvent de mauvaises raisons et parfois de bonnes. Donc en tout cas, la créativité des artistes israéliens, c'est quelque chose qui nous a passionnés depuis le début, et en particulier dans le domaine du cinéma, mais et c'est pas Valérie Zenati qui me démentira, dans le domaine de la littérature, dans le domaine de la danse contemporaine, et dans plein de domaines encore, les arts graphiques, enfin il y a énormément de choses. Je fais allusion ici à la danse contemporaine, puisque vous savez qu'il y a un des films qu'on montre, même si notre créneau dans Regard sur le cinéma israélien, c'est de montrer des longs métrages de fiction. Il nous arrive de temps en temps de prendre des chemins de traverse. Et là, en l'occurrence, on montre le formidable Mister Gaga sur les traces de Ohad Naharin, le documentaire de Tomer Eman, qui est vraiment un film tellement incroyable et écrit et intelligent, et autour de cette personnalité qui est le plus grand chorégraphe israélien, mais un des très très grands chorégraphes mondiaux. Eh bien, c'est une aventure qu'on avait envie de montrer et un croisement qu'on avait envie de faire cette année avec l'édition du 17e Regard. Vous avez vu la programmation, on va peut-être pas détailler les films. Je vais surtout laisser la parole à Valérie, mais je voudrais juste dire un mot du film d'ouverture de ce soir. Il est, à mon avis, assez emblématique de ce qu'est le cinéma israélien, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu commencer par celui-là, même si évidemment les autres nous ont séduits tout au long de l'année, puisque c'est un festival qui se prépare sur une année entière, au lendemain du festival précédent jusqu'à... Le film qu'on montre ce soir, c'est Baba June, un film qui a représenté Israël aux Oscars, dans la catégorie des films étrangers. C'est le film qui a eu l'Ophir israélien, c'est-à-dire l'équivalent des Césars ou des Oscars pour Israël. C'est un film qui n'est pas en hébreu. C'est un film qui est en langue perse, en farsi, parce qu'il raconte l'histoire d'une famille, et donc une sorte de huis clos dans une ferme de 3 générations, un grand-père, un père et son fils de 13 ans, et qui, à la maison, parle au fond la langue des ancêtres, la langue d'avant l'émigration en Israël. Et je trouve ça absolument passionnant qu'Israël décide de se faire représenter aux Oscars par un film qui n'a pas la langue nationale, mais qui est, au fond, c'est pas une absurdité, c'est quelque chose qui est tellement proche aussi de la diversité de cette société, de la richesse de cette société, avec toutes ces langues, toutes ces origines,
aussi toutes ces religions, puisque Israël n'est pas un pays où il n'y a que des juifs. Il y a presque un tiers de ce pays qui est pas juif, qui est musulman, qui est chrétien, qui a beaucoup d'autres langues et d'autres religions. Et du coup, c'était intéressant pour nous d'ouvrir ce festival avec ce petit clin d'œil, cette touche et cette tonalité. Enfin, et avant de passer la parole à Valérie, évidemment qu'au moment, il y a quelques semaines, avant voilà, on était vraiment en phase de préparation de ce festival et déjà bien avancé. On a été terrassé, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, par la mort de Ronit Elkabetz. Ronit nous a accompagnés depuis la première édition. Elle est venue à 3-4 éditions. On a présenté tous ses films. Elle nous a toujours beaucoup accompagnés. Je crois qu'elle avait le béguin pour Marseille. Et évidemment, si proche aussi de ce qu'elle était, voilà, pleine de fougue, de caractère. Donc évidemment qu'on a voulu lui rendre hommage et ce soir avec Valérie on évoquera sa mémoire, ses films et on montrera un petit bout de sa manière de travailler à travers un petit bout de making-of qu'on a choisi. Mais au-delà de ça, Ronit incarnait en France surtout ce renouveau israélien de cette vingtaine d'années, de début des années 2000. Puisque, vous le savez, on est contemporain, nous, Festival du film, ici, des 7e éditions, d'un renouveau, une nouvelle vague du cinéma israélien liée à plein de raisons économiques, la création de beaucoup d'écoles, etc., etc. Et elle incarnait ça. Et donc, il y a évidemment un cousinage, une liaison entre ce festival, cette 17e édition et elle, qui nous paraissait absolument important de noter. Et c'est pour ça qu'on souhaitait lui rendre hommage dans cette édition. À travers un des films, on a beaucoup réfléchi à comment on allait faire tout ça. Et puis finalement, on a décidé de faire très très sobre. Et d'autant que la dernière édition, on avait représenté les 3 films qu'elle avait réalisés avec son frère Shlomi. Et donc on a décidé de choisir finalement un film, celui dans lequel elle est probablement la plus extraordinaire, la plus rayonnante, la plus belle, et surtout où elle prend à contre-pied ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire la grande tragédienne. Au contraire, elle est tellement drôle et tellement fine. Donc avec La visite de la fanfare, c'est l'hommage qu'on a voulu lui rendre. On est très heureux que Valérie ait accepté d'être la marraine de cette édition. Elle a un grand intérêt pour le cinéma, elle va nous en parler. Et pour la société israélienne et la culture israélienne, je rappelle qu'un livre qu'elle a écrit elle a co-adapté au cinéma, La bouteille à la mer, entre autres, et beaucoup d'autres bonnes raisons, mais c'est surtout parce qu'on l'aime tellement qu'on avait envie qu'elle soit avec nous. Merci Valérie d'être là. Quelques mots peut-être sur qu'est-ce que ça représente pour toi d'être la marraine de cette édition. Bonjour. Je crois que c'est la première fois que je suis marraine de quelque chose. Et alors, je me dis que je me respectabilise certainement. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une étape qui fait grandir, qui donne une valeur à la fois à tout ce que j'ai fait, enfin aux raisons pour lesquelles je suis là, je crois, parce que je pense que on choisit les gens pour des raisons bien précises qui sont liées à leur parcours. Et moi, il est vrai que mon parcours se situe un peu au cœur de la Méditerranée, entre la France et Israël. Parce que je suis née en France, j'ai vécu 8 ans en Israël. Je suis revenue vivre en France il y a une vingtaine d'années. Et depuis, tout mon travail d'écrivain, de scénariste et de traductrice se situe entre l'hébreu et le français, entre Israël et la France. J'ai eu 2 projets de films, deux films qui ont été tournés en Israël, adaptés de mes romans, En retard pour la guerre et Une bouteille à la mer. Et donc dans les 2 cas, on a vécu des coproductions israéliennes. Et ça a été le début d'une aventure, parce que voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore sorties, mais je travaille depuis beaucoup avec des producteurs israéliens, dont David Zilbert, qui est le producteur de Baba June, que vous verrez ce soir. Et pour moi, c'est... comment dire, je crois que la meilleure façon de vivre les différentes couches de vie que j'ai eues, c'est justement
de mettre les mains dans le cambouis avec des Israéliens dans le domaine du cinéma, parce que je trouve que c'est l'endroit où je me sens le plus, je sais pas, peut-être le plus libre et le mieux entouré. Travailler avec des Israéliens, concrètement, au cinéma, c'est sur un tournage avoir une préoccupation centrale qui est à quelle heure va-t-on manger. Donc on découvre que c'est quand même une donnée voilà, très, très, très importante. Et autour de ces tables, beaucoup de choses se jouent. Et puis en dehors de cet aspect-là, qui compte énormément sur un tournage en général et sur un tournage israélien en particulier, on est face à des gens qui sont à la fois extrêmement physiques, qui ont un rapport très physique, je trouve, au cinéma, d'endurance, d'énergie, de volonté qui est extrêmement physique, et puis qui ont aussi un rapport très sensible. C'est un mélange, je trouve, de physique et de sensibilité aux histoires qu'ils racontent, parce que c'est absolument pas anodin, je pense, de faire du cinéma dans une région aussi tendue que le Proche-Orient. Quel que soit le sujet filmé, quelle que soit l'histoire racontée, elle surgit toujours comme les plantes dans le désert, c'est-à-dire un peu miraculeusement. Israël, c'est ce pays étonnant où en effet on peut voir à certains moments le désert qui fleurit et un cours d'eau du côté de la mer Morte, un oiseau qu'on n'a jamais vu ailleurs et qui se pose tout à coup sur une plante dont on ne connaît pas le nom. Et pour moi, le cinéma israélien est à l'image de ça, est à l'image de ces paysages naturels époustouflants, rudes, sauvages, à la fois ayant des racines dans le temps, parce que quand on est en Israël, on ne peut pas ne pas penser que ce sont des paysages bibliques et des paysages qui ont vu les grands mythes des trois religions se dessiner. Et puis en même temps, on est dans une modernité absolument incroyable, dans le présent tout le temps, dans l'avenir déjà. Et cette façon de... Voilà, je crois que toutes ces questions de lieu et de temps se retrouvent dans les tournages israéliens, dans la façon qu'ont les Israéliens de travailler et dans ce qu'on voit à l'arrivée, c'est-à-dire des films où il y a de la chair, où il y a de l'os, où il y a de la matière. Et voilà, je crois que c'est dû à cette composition très particulière entre des choses qui ont déjà été dites, bien évidemment, j'ai pas envie d'être banale, mais à cette composition très particulière qui est celle d'Israël, tant sur le plan de la population que de l'histoire et des paysages. Valérie, deux mots sur Ronit quand même. Oui. Alors on le dira aussi peut-être tout à l'heure, mais il faut... D'accord. Alors moi, il se trouve qu'on a fait appel à moi. Enfin, moi, Ronit Elkabetz, je la connaissais comme tout le monde en tant que comédienne. Et puis... On a fait appel à moi, enfin, sa boîte de production m'a contacté il y a quelques années pour traduire le scénario de Get, le procès de Viviane Amsalem. Donc j'ai traduit le scénario avant le tournage en français, ils en avaient besoin pour une commission. Et puis ensuite, une fois que le film a été terminé, j'ai travaillé sur les sous-titres et j'ai fait l'adaptation française, qui était un vrai défi parce que c'est un huis clos où on parle énormément tout le temps et il y avait tout un travail à faire pour que les sous-titres puissent suivre ce flot de paroles. Et entre le scénario et les sous-titres, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs fois Ronit au téléphone. Et on a commencé comme ça, voilà, à s'appeler, à parler. Donc Ronit, comme vous le savez, parlait français. Elle parlait bien français, mais voilà, elle ne pouvait pas toujours écrire ou traduire en français. Et à partir de ce moment-là, elle m'a demandé, comme elle était très heureuse de la traduction, elle me demandait régulièrement de traduire ses discours quand elle a reçu la Légion d'honneur, quand son frère Yechiel a reçu une bourse des amis de l'université de Tel Aviv. Elle m'a demandé de traduire le discours qu'elle devait faire. Elle était invitée d'honneur. Et j'ai suivi sa grossesse, l'arrivée des enfants, mais tout ça uniquement au téléphone. Et alors la première fois qu'elle m'a appelée, que j'ai entendu « Allô Valérie, c'est Ronit »,
J'ai eu vraiment des frissons parce que c'était une voix qui était très, très, très particulière et qui sortait directement d'un film pour moi. Et j'ai senti un élan affectif très, très fort envers elle. Et ce qui est troublant, c'est qu'on s'est toujours eu au téléphone. Je n'ai jamais osé. Elle me disait toujours, mais viens me voir en Israël quand tu viens me voir. Et je n'ai jamais osé l'appeler quand j'étais là-bas parce que, je sais pas, une forme de pudeur. Et la dernière fois qu'on s'est eu, elle m'a dit, mais la prochaine fois, tu me promets, tu viens. Et ben, j'étais en Israël au moment de sa mort et je suis allée à l'hommage qui lui a été rendu. Et voilà, je dis pas, et j'ai pas pour autant l'impression d'un rendez-vous manqué. Parce que je crois que l'échange qu'on devait avoir était là, à travers ce travail de traduction, ces échanges, sa joie de vivre. Il y a quelques mois, je l'ai eu au téléphone. Je lui dis ça va, elle me dit je suis un peu fatiguée. Je lui dis qu'est-ce que tu as ? Elle me dit un virus. Bon, on sait qu'elle n'est pas morte d'un virus, mais elle avait cette pudeur-là. Et ce qui m'a absolument choquée, même si donc voilà, je m'invente pas une amitié plus forte que celle qu'elle était, mais ce qui m'a profondément choquée, c'est que quelques semaines à peine avant l'annonce de sa mort, j'ai traduit le projet de film de son prochain film qui était sur Maria Callas, et donc j'ai traduit ce projet pour la feuille d'intention, la note d'intention. Et ce qui m'a frappée, c'est que Maria Callas est morte à l'âge de 53 ans, et dans la note d'intention, il y avait un investissement de la part de Ronit, une identification par rapport au destin de cette femme qui m'a troublée quand j'ai traduit, alors que je ne savais pas du tout qu'elle était malade, qui m'a troublée et qui m'a laissée perplexe, parce que j'avais l'impression que tout ce qu'elle mettait en avant, le côté diva, à la fois blessée, sous les flashs, sous le crépitement des flashs, et puis ensuite seule face à elle-même. Tout ça, je le comprenais très bien dans l'identification de Ronit, mais il y avait une identification particulière par rapport à la mort jeune de Maria Callas que je ne comprenais pas au moment où j'ai traduit le texte et que j'ai compris ensuite, quand j'ai su, quand je suis arrivée un matin, j'avais rendez-vous avec une amie comédienne et elle m'a dit, tu as entendu les nouvelles ? La veille, il y avait eu un attentat à Jérusalem, dont je pensais qu'il a parlé de l'attentat. Je lui ai dit, l'attentat, elle me dit non. Et là, elle a prononcé cette phrase, Ronit El-Kabetz est morte. Et je trouve toujours que ce sont des mots qui sont incongrus, mis bout à bout, et qui me semblent absolument pas décrire quelque chose de concevable. Voilà, donc l'état de choc est resté là. Et puis, bon, je trouve très bien qu'on lui rende hommage, qu'on regarde ses films. Moi, j'ai une pensée immense pour ces enfants qui ont perdu leur mère si jeune et qui la connaîtront comme nous, on la connaît, c'est-à-dire à travers ces films. C'est troublant. Et voilà, peut-être que je suis trop bavarde, je ne sais pas. Chez nous, ce n'est pas un critère. C'est-à-dire qu'on a montré très, très souvent des films de femmes. Pas parce que c'était des films de femmes, mais parce que c'était des bons films. Et parce que le cinéma israélien, en tout cas pour cette dernière vingtaine d'années, a entre autres comme caractéristique d'être un cinéma de femmes. Comme réalisatrice, comme actrice, comme sujet. Enfin, vraiment, la question de la femme est au cœur du nouveau cinéma israélien. C'est d'ailleurs un papier très intéressant d'Ariel Schweitzer qui était venu il y a quelques années sur cette question-là, pour expliquer combien ce nouveau cinéma israélien est complètement questionné par la place des femmes, et évidemment les Keren Yedaya, et évidemment les Ronit El-Kabetz, et évidemment les unes et les autres, plus talentueuses les unes que les autres, et plus capables d'appuyer là où ça fait mal dans cette société-là, mais on a tous en tête tous ces films-là, qui en fait parlent bien au-delà de cette simple géographie qu'est Israël. Donc cette année, il n'y avait pas de film de femmes présent dans ce qu'on a vu. On a vu une trentaine, 26 films ou 27 films, quasiment toute la production de cette année, enfin voilà, à cheval sur l'année dernière et cette année. Et finalement, donc on a sélectionné ces 8 films, mais finalement, les femmes se sont invitées par cette côté un peu absurde, mais par Ronit, voilà, qui est là avec nous.